peu bruyants, qui ont une musique sonore dans le stand d'à côté. Voilà, bonjour à tous. Il s'agit donc d'un débat sur, en gros, les traces du passé colonial dans notre présent, traces qui sont nombreuses et qui touchent à différents domaines et différents épisodes de l'histoire. Et on va les évoquer successivement. Je vais animer ce débat. Je m'occupe du groupe de travail Mémoire, Histoire, Archives de la Ligue des droits de l'homme et je suis aussi un des rédacteurs du site. Vous avez une petite présentation qui s'appelle histoirecoloniale.net. Voilà, donc nous allons aborder une série de questions qui ont tout rapport avec le passé colonial et les traces que ce passé a laissées dans notre présent et qui ne sont pas évidentes à résorber, si je puis dire. Je présenterai au fur et à mesure les intervenants de ce débat. J'en dis quand même un petit mot avant qu'on démarre. Je passerai d'abord la parole à Dorothée Rivaud-Dancet, qui est membre de la LDH dans le 12e arrondissement, Paris 12, et qui, par ailleurs, est universitaire, qui a enseigné, y compris en Algérie après l'indépendance, et qui travaille sur différentes questions liées à notre passé colonial. Elle nous en dira plus, si elle le souhaite, sur les sujets sur lesquels elle travaille concernant les traces du passé colonial et la difficulté de faire avec, si je puis dire, et de se débarrasser des influences. Dorothée, donc, parlera d'abord et elle parlera de la question de la restitution des biens qui ont été volés dans les colonies, et ils sont nombreux pendant la période coloniale dans différents pays d'Afrique, Madagascar et ailleurs, un peu partout. Et donc, cela fera, mais va nous l'expliquer, l'objet d'une loi qui va être discutée à la fin du mois de septembre, présentée par les parlementaires et qui s'en sont chargés. Bon, je présente encore très vite les intervenants, mais on y reviendra quand ils prendront la parole successivement. Christophe Lafaille, qui est à ma droite, là, lui est historien, universitaire et en même temps archiviste. Et il est l'un de ceux qui ont contribué à un film dont on a parlé parce qu'il avait été déprogrammé par France Télévisions avant d'être reprogrammé, qui s'appelle Algérie, section armes spéciales. Et donc c'est lui qui avait fait en gros le travail documentaire permettant à la réalisatrice de faire ce film. Très bien. Et il interviendra sur la question qu'il a explorée dans les archives et sur les difficultés à travailler dans les archives. Et on y reviendra sur cette question de l'accès aux archives, en particulier au service historique de la défense. Et on aura un développement et éventuellement un autre témoignage de la personne qui est en train d'installer ces livres et qui a aussi cherché dans les archives des traces de son grand-père assassiné à Guelma en mai 1945 et qui a eu bien du mal à obtenir les dossiers et les documents qu'elle souhaitait consulter. Bon, elle peut-être en dira-t-elle un mot. Voilà, donc Christophe Lafaille. À l'extrême gauche de la table, pour moi, se trouve David Martin, qui nous parlera aussi d'accès aux archives, mais en l'occurrence, il s'agit de l'implication de la France dans les événements, dans le génocide du Rwanda
en 94, et là-dessus, il y a une série de recherches qui sont aussi entravées. Et il nous en parlera. Il travaille à l'association Survie, hein, David Martin. Bon, on aura ensuite Serge Seban et on aura Patrice Cano, mais on verra après. À ma droite immédiate, c'est Alain Ruscio qui a fait un gros pavé sur ce qu'il a appelé la première guerre d'Algérie, c'est-à-dire la période de la conquête, 1830 à 1847, je crois, 52, qui englobe la Deuxième République jusqu'à Louis-Napoléon Bonaparte. Bon, en tout cas, et il est un des spécialistes de ces questions d'histoire coloniale. Voilà. Bon, on va démarrer et chacun interviendra maximum 10 minutes. Hein, la consigne étant de 5 à 10. Et on aura peut-être la possibilité de réagir pour des questions d'explication précises après les interventions. Et de toute façon, on aura un temps de débat une fois l'ensemble des interventions faites. Dorothée, à toi la parole. Bon, j'espère que vous m'entendez. Alors voilà, je vais centrer mon topo sur la restitution aux Africains des biens culturels. C'est-à-dire que je vais mettre de côté la question de la restitution des restes humains, qui est un autre problème. Alors, bien sûr, vous savez tous que l'Afrique a été partagée entre les puissances européennes et pillée. Donc, de sorte qu'il y a entre 90 et 95% du patrimoine culturel africain qui se trouve hors de l'Afrique, essentiellement dans les musées européens. Encore une stat, ce sera tout. Claire Bosque-Thiessé, qui est directrice de recherche au CNRS, a fait un inventaire très récent. Elle estime à environ 150 000 le nombre de biens culturels africains dans les musées de France. La moitié se trouvant au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Alors, la question de la restitution, elle s'est posée très vite dès l'indépendance. Et il y a eu en particulier, alors il y a un très beau texte, je vais vous en citer un extrait, un très beau texte en 1978 de Amadou Martin Mbo, qui était alors directeur général de l'UNESCO et qui plaidait pour un rééquilibrage du patrimoine mondial entre le Nord et le Sud. Son appel s'intitulait « Pour le retour à ceux qui l'ont créé d'un patrimoine culturel irremplaçable ». Je vais juste lire cette phrase qui est très forte. « Les peuples victimes de ce pillage, parfois séculaire, n'ont pas seulement été dépouillés de chefs-d'œuvre irremplaçables, ils ont été dépossédés d'une mémoire qui les aurait sans doute aidés à mieux se connaître eux-mêmes, certainement à se faire mieux comprendre des autres. » C'est un texte qui n'a perdu aucune ride et c'est un texte qui inspire beaucoup la réflexion actuelle des gens qui travaillent sur la restitution. On le verra. Bon, mais il y a ce texte et en fait pendant 40 ans il ne se passe vraiment rien, en dépit des demandes des États africains qui se dotent de musées au XXIe siècle. Mais les choses sont en train de tourner et je vais l'illustrer avec l'exemple du Bénin. En 2016, il y a une demande officielle du ministre des Affaires étrangères du Bénin qui demande donc la restitution de statues d'insignes royaux qui ont été emportés par il était alors colonel Dodds, lors du sac d'Abomey en 1892. Abomey, c'était la capitale de l'ancien royaume du Dahomey qui s'étend dans l'actuel sud du Bénin. Et à l'appui de la demande, le ministre argue de la valeur historique, spirituelle de ces biens.
Bon, la France répond, votre demande est parfaitement légitime, mais désolé, on ne peut pas y répondre parce que ça se heurte au droit patrimonial français, les biens sont inaliénables. Eh bien, en 2021, donc 5 ans après, 26 œuvres qui avaient été prises par Dodds et qui étaient à ce moment-là au musée du Quai Branly, sont restituées au Bénin. Et ça se passe sans lever de bouclier, ni de la part des marchands d'art, ni de la part des conservateurs. Ça montre l'intérêt croissant de la société civile en France et bien sûr en Afrique et aussi dans d'autres pays européens. Il y a vraiment un mouvement. Et il y a aussi, signe des temps, la déclaration qu'a faite Emmanuel Macron lorsqu'il était au Burkina Faso, à Ouagadougou, devant les étudiants de l'université, où il a déclaré, c'est en 2017, il faudra restituer à l'Afrique les biens culturels qui lui appartiennent d'ici à 5 ans. Donc c'est une démarche qui, à ce moment-là, on peut considérer qu'elle s'inscrivait plus largement dans le cadre d'une refondation des liens avec, des relations avec les Africains. Alors, le retour des trésors du Bénin est assez connu parce qu'il a notamment fait l'objet d'un film formidable, Dahomey. La réalisatrice, elle a eu l'idée géniale de filmer le retour des trésors royaux d'Abomey en faisant parler une statue zoomorphe qui était emblématique d'un des rois. Donc, c'est vraiment un film qui montre ce que la dépossession a pu vouloir dire. Parce que cet emblème royal n'avait aucune raison de se retrouver dans un musée, c'était pas son rôle. Alors le retour, il s'est fait donc on voit le changement quand même en 5 ans, mais le retour s'est fait avec des difficultés juridiques, puisque précisément il s'est heurté au principe de l'inaliénabilité des biens entrés dans les collections nationales. Donc ce qu'il a fallu, c'est une loi spécifique, et cette loi, elle a vraiment, elle a mis du temps avant de voir le jour, c'était compliqué. Alors, si j'en parle, c'est parce que la situation devrait changer. Gilles y a fait allusion, mais je crois qu'il est un peu optimiste. Bon, il y a un projet de loi qui a été présenté au Conseil des ministres le 30 juillet 2025 et qui devrait être soumis à discussion au Sénat en première lecture le 24 septembre. Mais c'est un projet porté par la ministre. Dans le cas de Rachida Dati, c'était plutôt un boulet pour elle. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas là, donc on ne sait pas du tout ce qui va se faire. Alors c'est embêtant parce que ce projet traîne. Or, c'est important, les États africains le demandent depuis longtemps. Et donc une question qui se pose, c'est quel est l'avantage d'obtenir une loi cadre qui fait qu'on ne discuterait plus, on n'aurait plus à voter bien par bien. Alors c'est la question qui a été posée par Histoire coloniale à Pierre Ouzoulias, sénateur communiste, vice-président de la commission culture du Sénat. Et pour lui, il y a un avantage majeur, c'est que les demandes de restitution vont être transparentes. Et elles ne vont plus être traitées au cas par cas. Autrement dit, ça ne va plus être le fait du prince. Les réponses ne vont pas dépendre in fine de l'Élysée, qui finalement utilise la restitution comme un soft power pour favoriser donc tel pays, enfin pour des relations diplomatiques ou clientélistes. Et quelquefois, en fait, il y a une histoire un peu assez tragique, c'est que précisément l'agenda politique de Macron avait accéléré la restitution des crânes de résistants algériens qui étaient demandés par l'Algérie depuis un certain temps. Il y avait une vingtaine et il y avait un travail d'expert. Il faut s'assurer que c'est bien à qui sont ces crânes. Or, à la fin, tout a été fait très vite. Donc il y a eu bâclé et il y a des crânes qui ne sont pas des crânes de résistants qui ont été renvoyés. Donc c'est d'où l'importance d'une action de longue durée. C'est d'ailleurs sur laquelle Pierre Ouzoulias insiste beaucoup parce que
curieusement, au Sénat, c'est là où ils ont conscience de l'importance de la restitution. Ils ont une vraie politique. Alors je voudrais revenir sur le terme restitution. Restitution, ça veut dire qu'on rend un bien à son propriétaire parce qu'il a été acquis de façon illégitime. Alors, s'agissant des biens culturels africains, que penser de l'acquisition? Il y a eu un rapport sur le rapport d'Issar-Savoie, parce que c'est les deux auteurs, qui a été remis en 2018, qui avait été demandé par Macron, par le ministère de la Culture, et qui, en gros, dit, bon, étant donné les relations coloniales, finalement, on peut considérer que la plupart des biens qui sont rentrés dans les musées en France ont été acquis de façon illégitime. Butin de guerre, mais ils ont inclus aussi, c'est intéressant, ce qu'ils appellent les raids des explorateurs et des ethnologues. Et ça, il y a eu, pour ceux qui travaillent sur la question, il y a eu une exposition Dakar-Djibouti au musée du Quai Branly qui a bien montré que les conditions dans lesquelles la mission Dakar-Djibouti, qui était dirigée par Griol, elle a acquis les biens, mais par des méthodes complètement répréhensibles. En particulier quand c'était des biens sacrés. Alors, Ouzoulias, d'ailleurs, il ajoute une autre raison. Le marché de l'art, c'est pas un marché comme les autres. C'est un marché spéculatif. Donc, en gros, il y en a un qui est content d'avoir vendu et l'autre qui se dit qu'il s'est fait avoir. La restitution, elle se distingue du retour. Le retour, c'est vraiment le retour physique du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important sur le plan de la mémoire. La question de la mémoire se pose plus ou moins selon les biens. Lorsque la perte du patrimoine est liée à des événements violents, douloureux, comme la fin, comme le sac du palais d'Abomey, ça reste dans la mémoire des Béninois. Mais la mémoire est vivace, la question est brûlante. Mais néanmoins, tous les Africains ne se sentent pas forcément concernés, bien sûr. Et puis, dans certains cas, il s'agit de biens qui étaient de moindre importance et pour laquelle, là, vraiment, la question du retour se pose. Elle se résout aujourd'hui essentiellement par le fait qu'on va mettre ces biens dans un musée, alors que c'était pas, à l'origine, ils n'étaient pas fait pour ça. Alors, le film, je reviens sur le film Dahomey parce qu'il pose vraiment bien la question. Il y a un débat, en particulier organisé par la réalisatrice avec des étudiants béninois. Et il y a des étudiants qui disent clairement « Moi, ces statues, moi, ça ne me parle pas. C'est des statuettes, ça ne me dit rien. » Donc c'est bien la question de comment vivre le retour des ancêtres dans un pays qui a dû se construire et composer avec leur absence. Le retour, ça implique vraiment un travail de mémoire, en particulier pour les objets sacrés. Alors pour ceux qui regardent l'histoire coloniale, il y aura dans l'édition de demain un article d'un historien camerounais, Sogan Fossi, qui porte là-dessus, sur la question de la restitution. Bon, je terminerai par une anecdote. J'ai dans ma famille quelqu'un qui est franco-béninois. En fait, c'est un père blanc, il est au Bénin depuis 50 ans, il a pris la nationalité. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait, il me dit « Bon, les paysans, ils n'en pensent rien, ils ont d'autres priorités. » Mais il a rencontré un Béninois qui lui a dit « Maintenant, je sais que mon pays a une histoire. » Donc c'est... Merci. J'ajouterais, j'ai dit que tu étais de la section LVH 12e, mais 12e, ça fait penser au musée, à l'ancien musée des colonies, qui est maintenant musée de l'histoire de l'immigration, et tu travailles aussi sur un épisode. Tu peux en dire juste un mot? Oui, je travaille sur la mission Marchand. Bon, mais c'est trop long, je ne vais pas en parler, c'est un peu hors sujet. Enfin, ceci dit, je suis tombé dans la mission Marchand à cause du monument, et j'ai découvert, alors vraiment, les horreurs auxquelles je m'attendais pas à ça, hein, franchement. À un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là-dedans? Il y a quand même en face du musée actuel, musée d'histoire de l'immigration, ce monument à la mission Marchand, qui est un monument de propagande et de glorification d'un épisode de la conquête coloniale.
Donc, et il y a dans ton arrondissement de nombreuses traces qui subsistent. Voilà, merci. S'il y a des questions d'explication sur un point précis, on peut le faire, mais sinon, on a prévu plutôt un débat à la fin, après l'ensemble des interventions. Voilà. Bon, alors, Christophe Lefraille, tu as un micro, et tu te présentes davantage et tu parles de ta recherche. Bonjour à tous, oui, ça marche mieux. Voilà, alors ce qui va faire le lien en fait entre ces deux interventions, la première intervention parlait de la restitution des liens, donc comment redéfinir finalement des liens avec des pays avec qui nous avons une histoire plus que difficile, qui est passée par la colonialisation. La question de l'accès aux archives touche quant à elle la question de notre propre capacité aux historiennes et aux historiens d'écrire cette histoire et en particulier de documenter les épisodes les plus douloureux, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Et cette question de l'accès aux archives, en particulier au ministère des Armées, qui regroupe l'ensemble des archives qui ont attrait aux opérations militaires, elle devient réellement sensible au début des années 2000. Lorsque on assiste à un retour, alors c'est d'abord dans la presse, un certain nombre de papiers sortent avec des Algériens et des Algériennes qui dénoncent la torture, qui dénoncent les viols, en particulier pendant la bataille d'Alger. Et ce retour de mémoire, qui s'accompagne d'ailleurs sensiblement sur cette même période par la soutenance d'une thèse de Raphaël Branche en décembre 2000 sur la question de la torture en Algérie, amène globalement une crispation autour des enjeux de communication des archives. On voit apparaître au ministère des Armées, autour de cette période-là, alors que se multiplient les procès pour diffamation d'anciens militaires qui cherchent en fait à laver leur honneur, entre guillemets, on assiste déjà à l'émergence d'un débat chez les archivistes sur la question du rapprochement entre le Code du patrimoine, c'est-à-dire les lois qui régissent l'accès aux archives, et le secret défense. Voilà. Pour les militaires, leurs archives ont des spécificités qui nécessiteraient finalement qu'on ne les considère pas tout à fait comme les autres archives. Donc ce débat-là, c'est dès 2003. Et il oppose d'ailleurs même les archivistes entre eux, de la prestigieuse école des chartes. Voilà, il y a vraiment des attitudes très différentes qui sont adoptées. Alors par exemple, on peut retenir l'histoire de Philippe Grand et de Brigitte Lenné, qui ont apporté un soutien extrêmement important dans le procès Enodi-Papon, qui permet de reconnaître en fin de compte ce qui s'est passé le 17 octobre 1961 et le caractériser un petit peu mieux. Donc il y a des archivistes qui s'engagent et d'autres, comme Nathalie Genet-Roufiac, lors d'un colloque, la future directrice du service historique de la Défense, qui parlant de ces relations entre le secret défense et le Code du patrimoine, soutient que le rôle des archivistes est de protéger les secrets de l'État. Donc là, nous sommes en 2003 et on sent bien, déjà même au sein de l'école des chartes, il y a des dissensions, les archivistes ne sont pas d'accord entre eux sur leur positionnement et sur les valeurs qu'ils doivent défendre. En se projetant quelques années plus tard, en 2008, un nouveau code du patrimoine est adopté. Alors ce code du patrimoine, en juillet 2008, il est très intéressant parce qu'il baisse les délais de communicabilité des archives, ce qui permet de commencer à travailler sur l'écriture de l'histoire plus tôt. Et sur les archives secret défense, ce qui est intéressant, c'est que ça baisse le délai de 60 à 50 ans. Voilà. Et avec un principe qui est extrêmement important, c'est le principe d'ouverture automatique. C'est-à-dire que dès que le délai est échu, l'ouverture est immédiate. Alors bien évidemment, en 2008, on commence à approcher de 2012, l'ouverture totale des archives de la guerre d'Algérie. Cette disposition fait grincer quelques dents. On voit aussi apparaître dans cette nouvelle loi de 2008 un article très particulier, un article sur les archives incommunicables, c'est-à-dire qu'on définit une catégorie d'archives, les archives qui permettent de localiser, d'utiliser ou de concevoir des armes de destruction massive. On identifie ces archives-là comme étant des archives incommunicables, c'est-à-dire qu'elles sont conservées mais elles ne seront jamais communiquées et on ne peut pas faire de demande de dérogation pour accéder à ces documents. Donc cette loi comporte en elle-même des éléments très ambigus, des éléments de progrès, de communicabilité, mais aussi cet article 213.2, alinéa 2 sur les archives incommunicables qui interroge. Parce que jusqu'à présent, il allait de soi que les recettes de bombes atomiques ou les recettes d'armes chimiques ou bactériologiques n'avaient pas à être communiquées. Voilà. Donc, tout cela continue un petit peu à avancer et en 2011, donc la veille de l'ouverture
des archives de la guerre d'Algérie, une instruction interministérielle qui s'occupe du règlement du secret défense, adopte pour la première fois des dispositions sur les archives. Et qu'est-ce que dit cette instruction interministérielle? C'est que tous les documents tamponnés secret défense doivent faire l'objet non pas d'une communication immédiate comme le prévoyait la loi de 2008 au bout de 50 ans, mais d'une déclassification préalable à toute communication par les services émetteurs. Donc ça veut dire que tout document portant une mention secret, à protéger, etc., doit être renvoyé au service émetteur pour que lui-même émette un avis de déclassification, tamponne le document avant qu'il puisse être communiqué. Alors bien évidemment, ces dispositions-là soulèvent un certain nombre d'interrogations. Et d'ailleurs, jusqu'en 2019, le service historique de la Défense refuse de mettre en application cette instruction interministérielle, prétextant, d'ailleurs à juste titre, que le Code du patrimoine, qui est une loi, n'a pas à être assujetti à une instruction interministérielle. Donc les archives sont largement communiquées entre 2012 et 2019. À partir de 2019, il y a un raidissement. Alors ce raidissement aussi intervient pour des raisons. En 2017, le président Macron est élu. Il parle durant la campagne électorale de crimes contre l'humanité. Dès 2018, il ouvre les archives de Maurice Audin, du dossier Audin, tout en faisant aussi une reconnaissance de son assassinat par la France. Donc tout cela contribue encore, je dirais, à crisper le milieu militaire. Et ce qui aboutit à une crise à partir de décembre 2019 de fermeture. Toutes les archives du service historique de la Défense sont fermées. Il y a un étudiant aussi qui est perquisitionné par la police antiterroriste, qui travaille d'ailleurs sur la guerre chimique. J'ai repris par la suite ses travaux. Donc là, on assiste à un raidissement. Entre 2019 et 2021, s'est déroulé ce que l'on a appelé la bataille des archives. C'est-à-dire que des collectifs se sont montés. D'ailleurs, voilà, certains... avec l'association Josette et Maurice Audin, la Ligue des droits de l'homme et d'autres collectifs, justement pour aboutir à des recours devant le Conseil d'État et faire casser cette législation. Au mois de juin 2021, donc, tout cela aboutit positivement. Le Conseil d'État casse les deux instructions interministérielles et libère de nouveau la communication des archives. Mais ce qu'il s'est passé à ce moment-là, c'est que le ministère des Armées avait prévu d'une certaine manière cet aboutissement négatif pour ses intérêts. Et il a profité d'une loi de prévention antiterroriste du 30 juillet 2021 pour modifier en fait la communicabilité des archives du Code du patrimoine de la loi de 2008. C'est-à-dire qu'à la faveur de ce cavalier législatif, qui d'ailleurs assimile la communication des archives à un risque terroriste, donc il y aurait un risque terroriste à laisser les historiennes et les historiens travailler. C'est un peu ce que nous dit en filigrane cette loi. Tout cela modifie en fait le Code du patrimoine, créant une catégorie d'archives sans délai de communication, c'est-à-dire que le ministère des Armées considère qu'il y a des archives qui concernent le renseignement, qui concernent un certain nombre de données techniques, qui concernent un certain nombre de capacités militaires, qui ont toujours une sensibilité. Et ces archives-là n'ont pas, je dirais, à avoir une communication immédiate. Donc finalement, elles n'ont plus de délai de communication et c'est au service versant à qui il appartient un jour, peut-être, de verser ou pas ces archives. Et cette loi a permis aussi de faire un réexamen des archives pour même classifier des archives qui ne portaient pas de mention de classification, ça ce qui est particulièrement grave. Et en particulier pour le sujet sur lequel je travaille, la question de la guerre chimique, ce réexamen des archives a permis de reclassifier toutes les archives de la guerre chimique, pratiquement toutes les archives de la guerre chimique en Algérie, sous l'article des archives incommunicables du Code du patrimoine de 2008. Donc on considère que ces archives permettent de localiser, de concevoir, d'utiliser des armes de destruction massive et donc on en prive d'accès à la recherche. Voilà, j'ai essayé de vous faire rapidement un petit peu l'état des lieux de 20 ans d'évolution de la législation, de crispation et bien évidemment au cœur de ces tensions, il y a bien un sujet qui est présent, c'est l'histoire coloniale, c'est la question des crimes coloniaux qui génère encore, je dirais, des réactions de résistance de la part des institutions. Donc je
personnellement, j'écris et je fais appel, en tout cas de nouveau, à la mobilisation des historiennes et des archivistes pour demander l'abrogation de ces dispositions de la loi de prévention de l'acte de terrorisme et de revenir intégralement à ce qui était la loi de 2008, c'est-à-dire la communicabilité immédiate au bout de 50 ans. Voilà, ce n'est pas parce que ces archives ont été produites par l'institution militaire qu'elles ont une quelconque spécificité. Voilà. Donc je ne détaillerai pas plus après les ressorts en fait, de ces blocages, mais en tout cas, je me tiens à votre entière disposition pour répondre après à vos questions si vous en avez. Merci. Merci Christophe. Effectivement, c'est un problème de démocratie, puisque la question du droit des citoyens à accéder aux archives publiques, elle a été posée à l'époque de la Révolution française. Il y a une loi en 1794 qui avait affirmé ce principe. Et ce principe, il n'est pas ensuite appliqué dans toutes les institutions publiques et dans l'accès aux archives. Et aujourd'hui, il y a un problème avec le service historique de la Défense. Et on va le constater à travers un autre cas dont David Martin va nous parler, qui est l'accès aux archives des relations entre la France et le Rwanda dans la période qui précède le génocide de 1914 et pendant ce génocide. À toi, David. Bonjour, merci de nous accueillir. Donc, moi, je suis un militant dans une association qui s'appelle Survie, et Survie travaille sur la dénonciation du colonialisme français dans ses anciennes colonies et dans les territoires d'outre-mer, dont la Kanaki et Mayotte, par exemple. Un autre volet qui occupe beaucoup de notre activité, c'est le travail sur la dénonciation de la complicité française dans le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994, puisque nous sommes une association qui a dénoncé ça dès 1994 avec des actions en justice qui ont été ouvertes pour faire d'une part condamner les génocidaires qui étaient réfugiés en France et d'autre part de faire reconnaître le rôle des responsables civils et militaires français dans le troisième génocide reconnu par l'ONU du XXe siècle. Et donc, pour ce faire, on a monté des dossiers qui ont été en justice. Et effectivement, pour arriver à documenter ces dossiers, on est allé chercher des archives. Et en fait, il s'est passé... on a connu deux grandes phases, on va dire, dans ce travail. Il y a d'abord eu une phase du verrou total. Et cette phase, elle a duré jusqu'à 2019, où là, on avait accès à que les documents qui fuitaient par des gens qui les photocopiaient, qui nous les envoyaient et qui étaient des archives qui n'étaient pas communicables, qu'on ne pouvait pas utiliser publiquement, mais par contre, on a pu verser dans des dossiers judiciaires et on a eu comme ça des documents un par un qui sortaient de gens qui étaient quelque part des lanceurs d'alerte et qui ont pris, comme Brigitte Lenné en son temps, là il y a des gens qui ont fait ça. Et on a réussi à monter des dossiers péniblement avec des grandes lacunes, avec des choses en fait qui étaient des faits qui étaient établis, en fait, où on savait, en creux, on dessinait ce qu'il y avait dans les archives, mais on n'avait jamais accès à ces documents. Et donc on a plusieurs militants qui ont fait des démarches de demande d'accès d'abord aux archives Mitterrand, parce que les archives, le fonds des archives personnelles de Mitterrand ont été classifiées sous un régime très spécial où il a nommé en fait une dame qui était mandataire de ces archives, et cette dame, elle pouvait donner accès aux archives à qui elle voulait, quand elle voulait. Et par exemple, elle pouvait donner accès à un document à une personne et une autre personne ne pouvait pas accéder à ce document. C'était vraiment selon son bon vouloir. Donc on a été au Conseil d'État, donc ça c'est un militant, un collègue à nous qui s'appelle François Garner, qui a été personnellement, donc à titre personnel, jusqu'au Conseil d'État pour accéder à ces archives. Et finalement, les archives, le Conseil d'État lui a donné raison en disant, en s'appuyant sur cette loi de 1794 et en disant que l'administration devait rendre des comptes à ses administrés. Et donc là, en fait, ça nous a donné accès à ce fonds Mitterrand
Mais en fait, on a eu accès, alors c'est quand on a accès aux archives, ça ne veut pas dire qu'on vous envoie tout ça en PDF dans votre boîte mail. Hein. Là, on a eu accès, par exemple, aux archives, mais sans droit de copie. Donc en fait, il a dû aller dans les archives, il a récupéré les archives et il a recopié à la main sur son cahier les trucs parce qu'il n'avait pas le droit de prendre en photo les documents. Et donc comme ça, on a eu quelques éléments complémentaires. Et après, donc ça a été cette première victoire, on va dire, parce que ça a reconnu l'illégalité de ce montage. Et ensuite, il y a eu donc la phase du rapport Duclerc, donc où le président Macron, il a nommé un historien et qui a monté une commission qui avait accès à toutes les archives. Qui était censé avoir accès à toutes les archives. Et donc ils ont nommé une commission d'historiens dont aucun n'était spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs. Et ils ont eu 2 ans pour monter un rapport pour établir le rôle de la France. Et ce rapport donc n'a rien éclairci de plus qu'on ne savait déjà. Il n'a pas éclairci tous les points, évidemment, qui incriminaient la France de manière gravissime. Et cela dit, il s'était engagé à ce que tous les documents qui soient consultés, qu'ont pu consulter la commission Duclerc, soient versés aux archives nationales, ce qui a été fait. Donc, ils ont versé environ 12 000 documents aux archives nationales. Et on sait que, parce qu'on a eu l'inventaire du SHD, on sait au service historique des armées que sur le Rwanda, il y a au minimum 100 000 documents. Donc en fait, ils ont versé 12 000 documents et tout le monde a vu ça comme l'ouverture et la transparence, etc. Alors que en fait, les documents qui ont été versés étaient choisis. Et alors après, il y en avait tellement, et comme ils ont eu que 2 ans et qu'ils n'étaient pas spécialistes du sujet, il se trouve qu'il y en a qui ont été versés qui étaient quand même intéressants. Mais c'est par hasard, on va dire. Et aujourd'hui, donc on a recommencé à demander à avoir accès à certains documents que la commission Duclerc. En fait, aujourd'hui, donc, ce qu'on a compris, c'est que la commission Duclerc a pu consulter des documents que des juges d'instruction ont demandé à pouvoir consulter et n'ont pas pu consulter. Donc, c'est-à-dire que Duclerc, qui a fait le rapport pour blanchir l'État français dans la complicité de la France dans le génocide des Tutsis, il a pu consulter des documents que les juges d'instruction ont demandé et n'ont pas eu accès à ces documents. Donc là, on se rend compte un peu de l'ineptie de la chose. Et donc aujourd'hui, nous, on a demandé à consulter certains des documents qu'il a consultés. Et là, on est reparti pour aller au Conseil d'État parce qu'on a fait des demandes par différentes personnes et on a eu chaque fois des motifs différents de refus. On a eu des fois où on a dit oui, ils allaient pouvoir les consulter, on avait rendez-vous au SHD, et au moment où on est allé au SHD, il devait qu'il a reçu un coup de fil, et finalement on n'a pas pu voir les documents. C'est vraiment, on a l'impression d'être dans un mauvais film, c'est vraiment ahurissant, et c'est pas du tout quelque chose qui est très bien organisé, très bien cadré. En fait, ils s'en rendent compte au dernier moment que ça parle du Rwanda, et ils nous bloquent le truc. Et des fois ça passe, et des fois ça passe pas. C'est assez incroyable. Donc nous, ce combat-là, on le continue parce que, en fait, comme ça a été évoqué, c'est une question de fonctionnement de la démocratie qui va bien au-delà de la complicité de la France dans le génocide des Tutsis, et c'est un enjeu absolument majeur. Et on continue, donc là on va retourner au Conseil d'État, peut-être à la CEDH, pour avoir accès à certains documents, et c'est quasiment document par document qu'on doit faire une procédure comme ça. Donc voilà, donc pour dire qu'on arrive à obtenir des choses, mais qu'effectivement, et c'est vraiment une spécificité de la France, parce que quand il y avait eu, sur le travail qui est fait dans le collectif Secret Défense et l'histoire coloniale, où on a vu que par exemple en Espagne, quand les documents ils sont classifiés Secret Défense, ils classifient document par document et il faut justifier de pourquoi chaque document veut le classifier, ce qui est complètement nous l'inverse, où on dit que nous, c'est des boîtes entières d'archives qui sont classifiées sans même, je pense, qu'ils sachent ce qu'il y a vraiment dedans, mais parce qu'ils supposent qu'il y a peut-être quelque chose qui est incriminant. Parce que quand il y a eu la déclassification, et je termine là-dessus, la déclassification qu'avait demandé François Hollande, là ils nous ont ouvert des boîtes d'archives et dedans il y avait les menus des repas quand il y avait les visites de Abiyarimana à Mitterrand et tout ça qui était classifié secret défense haut, alors que c'est des trucs qui sont complètement insignifiants. Et donc on se rend compte qu'il y a vraiment un très gros souci de transparence là-dessus et qui est vraiment un problème de fond, puisque quand même, dans l'affaire qui nous concerne, c'est quand même que les responsables civils et militaires français, ils ont commis des actes
dans un fonctionnement totalement normal de l'appareil d'État qui a conduit à soutenir un régime qui préparait, puis qui a commis, et même après la commission du génocide, on a continué à le soutenir, ce régime qui a commis un génocide. Et aujourd'hui, toutes les institutions et tout le fonctionnement de l'État français est exactement identique à ce qu'il était en 1994 pour arriver à ça. Donc c'est vraiment important que les archives puissent être accessibles pour que les citoyens et citoyennes puissent comprendre ce qui se passe et éviter que ça se reproduise. Parce que là, aujourd'hui, tout est en place pour qu'on puisse refaire ça. Voilà, j'ai terminé. Merci. Merci David Martin. Et j'ajouterai une précision sur le rapport du clerc qu'il a rendu, que la Ligue des droits de l'homme a trouvé effectivement assez insatisfaisant dans ses conclusions, dont elle espérait davantage en fait de cette commission du clerc. Mais après avoir rendu son rapport et publié le rapport en question, Vincent Duclerc, ce collègue historien, a publié un autre livre. Et il a mis dans ce deuxième livre une partie des archives qu'il n'avait pas mis dans le rapport, mais qu'il avait eu le droit de consulter. Et parmi celles-ci, je mentionne simplement les nombreux messages entre un poste installé dans le grenier de l'Élysée et dont avait la gestion le secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Hubert Védrine, et les militaires qui étaient opérationnels à Kigali au Rwanda. Et donc il y avait une communication directe qui court-circuitait, y compris les rouages de la hiérarchie de l'armée française. Bon, et alors il y a eu des documents que publie Vincent Duclerc dans ce deuxième livre, et dans certains d'entre eux, il est question d'un ordre donné par PR2. Et le PR2, c'est celui qui, en l'absence, parce qu'il était malade, François Mitterrand, et il avait des périodes de thérapie où il était indisponible, et c'était Hubert Védrine. Voilà. Donc qui était de fait un président de la République de fait, alors qu'il n'en avait pas les qualités. C'est quand même assez incroyable dans notre histoire politique républicaine. Bon, voilà, donc c'est un élément, et on va voir ce que vont donner. Et ces archives ne sont pas communicables. Et François Graner, ce chercheur de survie dont il a été question, a demandé un certain nombre d'archives qui ont été refusées de lui laisser consulter. Et le recours au tribunal administratif de Paris, négatif, dans une décision complètement démente, hein, en bonne logique, parce que le chercheur a raison de dire ça, a raison de dire ça, a raison de dire ça, mais l'armée ne veut pas lui donner, donc il ne faut pas lui donner. Bon, voilà. Ça, c'est la justice. Vas-y. Oui, aussi, en t'écoutant, moi, ce que je me rends compte, c'est que, et ça, je ne l'ai pas mentionné pendant mon intervention, mais c'est que maintenant, lorsque l'on travaille, lorsqu'on est chercheur ou association et que l'on travaille sur des sujets sensibles, que ce soit la guerre d'Algérie ou l'implication de la France au Rwanda, le code du patrimoine ne semble plus s'appliquer et les recours de communication des archives, c'est soit le tribunal administratif, soit une attente maintenant d'une hypothétique ouverture des archives par le président de la République, qui s'est depuis au moins 5-6 ans arrogé des droits d'ouverture des archives à coup de décret. C'est le fait du prince. Donc on est dans cette situation-là qui est totalement ubuesque. Bien, on va parler d'un autre épisode de l'histoire. Ça marche ? Oui. Alors, un autre épisode de l'histoire qui remonte fort loin, puisque c'était il y a 2 siècles qu'une rançon a été exigée de Haïti pour reconnaître son indépendance et son abolition de l'esclavage. C'était 1825, le roi Charles X, celui qui a fait l'expédition sur Alger, début de la conquête de l'Algérie, dont on parlera ensuite. Mais depuis 2 siècles, cette rançon a été payée
par les Haïtiens et ça a grevé considérablement leur économie. Hein, il y a une situation dramatique à Haïti dont on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, on parlera de cet épisode. Mais Serge, que j'ai fait venir là, ne va pas nous parler d'Haïti. C'est tout à l'heure Patrice Ganou qui le fera. Embrouille un petit peu. Et toi, tu vas nous parler de Tiaroy, qui est donc 1944. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Tout le monde m'entend? Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué. Donc on entend. Voilà, Tiaroy. Alors Tiaroy, je ne suis pas spécialiste de ce massacre qui s'est déroulé le 1er décembre 1944, mais il se trouve que avec Gilles, avec d'autres, avec aussi Alain Rousseau, avec Martin Moore, qui lui est spécialiste et dont j'ai laissé un exemplaire de son ouvrage sur Tiaroy 44, et d'autres, notamment la LDH de Morlaix, d'où sont partis les tirailleurs, et de Paris, où on a largement contribué à ce travail. Nous avons lancé, on peut dire, une campagne qui a eu, et je crois qu'on peut s'en féliciter, un relatif succès. Parce que ça aboutit quand même à des résultats précis, surtout qu'il y avait le 80e anniversaire qui devait se dérouler aussi bien en France que directement à Tiaroy, avec un gouvernement sénégalais qui avait envie de faire avancer les choses, contrairement au gouvernement précédent de Macky Sall qui avait, disons, été relativement complaisant avec la France sur son passé colonial. Et toute cette conjonction de situations fait que, eh bien, il y a eu, du fait aussi de l'engagement de parlementaires, de plusieurs tendances, hein, il y a aussi bien Marie Capdevielle que Daniel Obono ou Aurélien Taché, une commission qui s'est mise en place à l'initiative de 40 députés français pour demander l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire et qui normalement devrait être engagée, mais avec tous les bouleversements actuels, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer. Je pense qu'on va suivre le dossier. Alors, d'abord, qu'est-ce que Tiaroy? Parce que tout le monde ne connaît pas cet événement qui a été occulté pendant, on peut dire, au moins 70 ans. C'est un événement qui, en lui-même, paraît absurde. C'est le massacre de tirailleurs, donc de soldats qui ont combattu pour la France, de tirailleurs africains. On dit souvent tirailleurs sénégalais, mais comme il y a beaucoup de demandent leur paye africaines, on dira tirailleurs africains, c'est plus vite. Eh bien, ces tirailleurs ont été prisonniers au lendemain de la débâcle de mai 40, et lorsqu'il y a eu signature de l'armistice de Pétain avec l'Allemagne, eh bien, ils ont été conservés en France dans des Franztalai dirigés par la police française. C'est les prisonniers de l'armée française sous, on peut dire, l'autorité et sous le regard de la police française. Ils sont restés jusqu'en août, même après d'ailleurs, après l'insurrection de Paris et l'installation du gouvernement provisoire à Paris, ils sont restés encore 2-3 mois en prison en attendant de repartir en Afrique. Alors pourquoi devaient-ils repartir en Afrique? Eh bien parce que la France avait changé sa stratégie militaire. On ne sait pas exactement pourquoi. Il y a plusieurs thèses là-dessus, ce qu'on a appelé le fait de blanchir l'armée française, un terme quand même assez incroyable. Cette stratégie de blanchir l'armée française, disons, il y a plusieurs interprétations. Il y en a une, en tout cas que j'accepte moi en tant que telle, c'est l'idée qu'il ne fallait surtout pas que la France soit libérée grâce aux indigènes de l'Empire. C'était ça, ce message extrêmement important qu'il fallait faire passer. Déjà, on sent un peu le caractère que cela prend.
Alors, il fallait donc bien sûr les libérer, on ne peut pas les laisser en prison quand même, et donc ils devaient retourner en Afrique, dans leur village. Alors, bien sûr, comme ils étaient soldats, et comme tous les soldats prisonniers avaient un droit à des indemnités, à leur solde, ne serait-ce qu'à leur solde, plus des indemnités afférentes, eh bien, ils attendaient de pouvoir être payés. Et on leur dit, bon, vous serez payés en embarquement à Morlaix, vous en faites pas, arrivé à Morlaix, là on leur dit, ah non, c'est pas, on n'a pas financement, c'est pas encore prévu, mais on vous paiera, vous en faites pas, à Tiaroy, enfin en tout cas au Sénégal, là où ils devraient pouvoir débarquer. Bon, déjà les tirailleurs commençaient à se dire, sentir les choses un peu bizarrement. Il y a 315 tirailleurs, c'était à peu près 2000 à embarquer. 315 qui disent non, refusent d'embarquer sur le bateau qui les amenait au Sénégal, et ils sont restés à Morlaix quelques mois. En disant, nous on peut partir mais avec notre solde. Donc la grande majorité des tirailleurs arrivent à Tiaroy, et là on leur dit oui mais il y a un problème de financement, oui mais vous serez payés, vous en faites pas, mais d'abord retournez dans votre village, on vous écrira, c'était quasiment ça. Donc la tension commençait à monter sérieusement, et devant cette situation, le général Dagnan, qui commandait la région, se présente un matin et il s'aperçoit que il est un peu chahuté, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire, surtout que officiellement les tirailleurs en question étaient démobilisés, ils n'étaient plus vraiment soldats. Il met en place un dispositif qui fait que le lendemain, à 5h du matin, il met en place un système d'artillerie extrêmement sophistiqué qui a mitraillé les tirailleurs sénégalais qui étaient convoqués à une réunion, à se rassembler, un rassemblement. Donc c'est un massacre effroyable. L'armée qui ne nie pas le nombre de morts, enfin en tout cas le fait qu'il y ait des morts, mais le limite à 35, pour dire après coup qu'il y a 35 autres blessés qui vont mourir des suites de ce massacre. Et donc depuis cette date-là, eh bien, l'affaire a été complètement enterrée. Alors là, ça pose un problème de fond et de forme sur lesquels tous les chercheurs, aussi bien africains que français, se sont, disons, interrogés. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, nous sommes quand même au début de l'année 1945, qu'on ait pu accepter ce genre de choses. Officiellement, l'armée déclare qu'il y avait eu une mutinerie et que c'est pour réprimer cette mutinerie, comme c'était la guerre, les moyens, eh bien, il y a eu cette répression. Et puis par la suite, ils ont dit oui, mais en même temps, cette mutinerie, elle devait être certainement organisée par les anciens vichistes, les nazis. Donc en fait, pendant plusieurs mois, cette idée a fonctionné dans tout le gouvernement provisoire de la République française. C'est donc, on peut dire, toutes les composantes. Nous sommes dans un système tripartite. Il n'y a aucune opposition formelle qui défend la situation des tirailleurs. Il y a quelques individus Marius Moutet notamment, qui, à titre personnel, parce qu'il connaît la situation de Manzla, il y a quelques parlementaires